Aujourd'hui, nous examinons une affaire du milieu du 19e siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons aux États-Unis. Bérengère Caswell est née le 17 février 1828 dans la petite ville de Brompton, près de la ville de Sherbrooke, dans la province de Québec au Canada. Elle était l'une des 6 enfants nés de Stéphane et Tabitha Caswell, un couple travailleur qui avait émigré au Québec depuis le New Hampshire. Dans la première moitié du 19e siècle, les opportunités pour les femmes au Canada étaient largement limitées par les normes sociales et les attentes culturelles. L'éducation formelle n'était pas obligatoire et très peu de femmes poursuivaient des carrières académiques ou professionnelles. Beaucoup de jeunes filles travaillaient comme domestiques et, après le mariage, prenaient en charge la gestion du foyer ou s'occupaient des enfants. Cependant, de nouvelles industries étaient apparues aux États-Unis, offrant des opportunités d'emploi bien meilleures. Ainsi, comme beaucoup de jeunes Canadiennes au milieu du 19e siècle, Bérengère Caswell, accompagnée de ses 2 sœurs, Ruth et Thaïs, s'est aventurée avec audace de l'autre côté de la frontière vers les usines textiles à la recherche de la promesse de meilleurs salaires et d'une nouvelle indépendance. Dans ces usines, elles pouvaient accomplir des tâches comme le filage et le tissage, tandis que les hommes étaient affectés à des travaux plus lourds, tels que la conduite des machines et la maintenance. Elles étaient logées dans l'une des pensions appartenant à l'usine, surveillées par des matrones vigilantes dont la principale mission était de protéger les jeunes ouvrières grâce à un régime strict de règles et de couvre-feu. Les sœurs travaillaient dur et, comme les autres jeunes femmes employées dans les filatures, affrontaient les défis de la vie en usine avec une résilience inébranlable malgré les longues heures et des conditions de travail souvent dangereuses. Elles se sont d'abord installées à Lowell, Massachusetts, où Ruth a rencontré puis épousé un jeune homme. Et lorsque leur sœur fut installée, Bérengère Caswell et Thaïs décidèrent de partir à Manchester, dans le New Hampshire. Ils avaient entendu dire qu'il y avait beaucoup de travail à Manchester et la perspective de salaire plus élevée. Peu de temps après leur arrivée, ils ont trouvé un emploi à l'usine à Muskeg. Au début, les choses se passaient bien pour eux, et Bérengère Caswell fit la connaissance de monsieur William Long, un machiniste d'usine qualifié. Ils ont vite commencé à se voir et semblaient beaucoup s'apprécier. Cependant, leur relation a connu un bouleversement soudain en septembre 1849 lorsque les bénéfices de l'usine ont diminué en raison du ralentissement économique et de la concurrence accrue des filatures d'autres régions. En conséquence, William a perdu son emploi, donc avec peu d'options disponibles, il a décidé de retourner chez ses parents à Biddeford, dans le comté de New York, dans le Maine. Peu de temps après, Bérengère a également quitté la filature et a trouvé un emploi à Salem, une petite ville surtout connue pour ses procès de sorcières, qui ont eu lieu en 1692. Cependant, en novembre 1849, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Maintenant très inquiète et avec un profond sentiment de honte, elle considérait la réalité accablante de sa situation. Consciente du fort stigmate social associé à la maternité hors mariage, elle se trouvait face à un dilemme précaire. Elle pouvait révéler sa condition à ses maîtres, mais risquait d'être renvoyée. Car beaucoup d'employeurs considéraient les femmes enceintes non mariées comme une responsabilité morale pouvant ternir leur réputation. Cependant, s'il faisait preuve de compassion et la laissait continuer son travail, au moins pour les prochains mois, elle devrait endurer le regard sévère et le jugement de ses collègues. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit isolée et vulnérable dans une société qui offrait peu de soutien ou de compréhension aux jeunes femmes dans sa situation. Elle savait qu'elle devrait parler à William, espérant qu'il ferait ce qu'il faut et l'épouserait. Elle fit le voyage jusqu'à Biddeford, un trajet de 130 km. Lorsqu'elle arriva et lui parla de sa situation, William fut pris au dépourvu. Il n'avait que 21 ans et n'avait pas l'intention de se marier tout de suite, mais il était inquiet, surtout en voyant Bérengère dans un tel état de détresse. La nouvelle inattendue l'avait laissé incertain quant à la marche à suivre. Sentant le poids de la responsabilité et l'urgence de la situation, il se tourna vers son employeur, un homme nommé Monsieur Blake, pour demander conseil. Monsieur Blake était connu pour être bien connecté et pour connaître beaucoup de monde. Il présenta le jeune homme au docteur James Smith, un soi-disant médecin en médecine botanique qui utilisait principalement des remèdes à base de plantes pour soigner. Le docteur Smith dit à William de ne pas s'inquiéter et le rassura en lui affirmant qu'il pouvait aider Bérengère Caswell pour un acompte de $10. William fut alors quelque peu soulagé de savoir que le docteur James Smith pouvait fournir à Bérengère un remède naturel pour provoquer une fausse couche. Il lui parla et lui dit qu'il était convaincu que le docteur Smith prendrait soin d'elle et s'assurerait qu'elle reçoive le traitement approprié.
Bien que Bérangère Caswell pensa toujours qu'il devrait l'épouser, elle reconnut la dure réalité de sa situation en tant que jeune femme non mariée. En 1849, sa grossesse n'était pas seulement entachée d'un important stigmate social, elle présentait également des défis redoutables. Elle ferait face à la condamnation de la société sans le soutien de sa famille ou de sa communauté. C'était la dure réalité de ce qu'elle endurerait si la grossesse se poursuivait. Ainsi, avec des options limitées et un profond sentiment d'appréhension, elle accepta à contre-cœur que mettre fin à la grossesse offrirait la meilleure chance pour qu'ils puissent tous les deux poursuivre leur vie, tout en lui permettant de préserver sa propre réputation. Cependant, William n'avait pas les 10 $ pour les services du Dr Smith. Encore une fois, il se tourna vers M. Blake, qui accepta de lui prêter la somme à condition qu'il travaille pour rembourser la dette. Avant d'emmener Bérangère chez le Dr Smith à Saco, William demanda si le médecin devait connaître son vrai nom. Le Dr Smith le rassura. Ce n'était pas nécessaire, et à la place, il lui donna le pseudonyme de Mary Bean. Ce simple geste semblait la draper d'un voile de mystère, éloignant la jeune femme des dures réalités de la situation dans laquelle elle se trouvait. Vers la fin du mois de novembre 1849, Bérangère Caswell, âgée de 21 ans sous le pseudonyme de Mary Bean, alla séjourner dans la maison du Dr Smith. Là, il accepta d'administrer des remèdes à base de plantes dans le but de provoquer une fausse couche. 4 mois plus tard, dans l'après-midi du 13 avril 1850, un garçon de 14 ans nommé Osgood Stevens aidait un voisin à dégager un ruisseau obstrué à la périphérie de Saco. Ils tombèrent sur une planche qui s'était retrouvée coincée dans un conduit et ils avaient beaucoup de mal à la récupérer. Finalement, ils la délogèrent, mais une vision terrifiante les attendait. Le corps sans vie d'une jeune femme était attaché à la planche blanchie à la chaux. Submergé par la peur, Osgood s'empressa d'aller chercher de l'aide, racontant à tous ceux qu'il croisait la sinistre découverte. À mesure que la nouvelle se répandait, les voisins vinrent aider à sortir la planche et le corps de l'eau. Ils regardèrent avec stupeur en voyant la jeune femme décédée, vêtue comme si elle allait se coucher. Elle portait des bas bleus et un bonnet de nuit, et, étrangement, un tablier d'enfant couvrait sa tête lorsque le tablier fut soulevé. Certains spectateurs reculèrent, se couvrant les yeux à cause de la scène macabre. La jeune femme décédée portait les signes indéniables de la décomposition, une partie de son visage ayant été rongée, probablement par des rats. Les autorités furent contactées et, lorsque l'agent James Wiggin arriva, il déplaça le corps dans une grange voisine afin de le soustraire à la vue de la foule grandissante. Cependant, malgré tous ses efforts pour maintenir l'ordre et contrôler la situation, la découverte macabre s'est révélée irrésistible pour beaucoup. À chaque instant qui passait, de plus en plus de personnes se rassemblaient près de la grange, apparemment attirées par une curiosité morbide et un désir insatiable d'apercevoir le cadavre. Le coroner, M. Thomas Tufts, arriva accompagné du médecin local nommé Dr Hall. Les deux messieurs examinèrent alors méticuleusement le défunt, sans qu'aucun traumatisme extérieur évident ne soit constaté. Ils découvrirent des signes récents de grossesse et déterminèrent que sa mort était due à une interruption qui avait tragiquement mal tourné. Mais qui était cette pauvre jeune femme décédée? La police interrogea les témoins, dont certains déclarèrent que les cheveux rappelaient ceux de Mary Bean et les boucles d'oreilles étaient aussi très proches d'une paire qu'elle portait souvent. Apparemment, Mary Bean avait séjourné dans la maison du docteur Jack Smith pendant une courte période avant Noël, mais était ensuite soudainement partie. Un homme ajouta que la couleur et le style de la planche à laquelle la pauvre fillette avait été attachée ressemblaient aux planches qu'on pouvait trouver dans les écuries de la maison du Dr Smith. La police inspecta la résidence du Dr Smith. En observant attentivement les écuries, ils remarquèrent que les planches correspondaient à l'endroit où le corps avait été retrouvé. De plus, ils constatèrent qu'il manquait une planche à l'une des portes de l'écurie. Cette découverte semblait constituer un élément de preuve important, susceptible de relier la femme décédée au docteur James Smith. Pendant que l'enquête se poursuivait, Mary Bean fut enterrée. La police décida d'interroger le docteur et envoya l'agent Lane lui rendre visite. Sans surprise, le docteur James Smith nia toute implication dans l'incident tragique. Mais malgré cela, l'agent Lane procéda à la fouille de sa résidence, où il découvrit des objets étranges et inquiétants. À l'intérieur du poêle, il y avait des clous, des épingles à cheveux, des boutons en métal et des fils fracturés. L'agent interrogea le docteur à ce sujet et, sans trop réfléchir, le docteur Smith les écarta simplement comme des restes sans importance. Néanmoins, lorsqu'on l'interrogea, il admit connaître Mary Bean
et affirma que sa mort était due à la typhoïde. Compte tenu des circonstances suspectes, les autorités prirent la décision d'exhumer le corps de Mary Bean pour un examen plus approfondi par des experts médicaux. Lors de l'autopsie qui suivit, ses organes reproducteurs furent soigneusement extraits et conservés pour analyse avant qu'elle ne soit de nouveau inhumée. Les médecins ayant pratiqué l'autopsie confirmera par la suite que Mary Bean était décédée à la suite d'une infection massive dans son abdomen ou son utérus. Conséquence d'une interruption qui avait tragiquement mal tourné, rien n'indiquait qu'elle avait jamais contracté la fièvre typhoïde. Une théorie a émergé, suggérant qu'après la mort de la jeune femme, le docteur Smith savait qu'il devait discrètement se débarrasser du corps pour éviter d'attirer l'attention sur ses pratiques médicales douteuses. Il a donc retiré une planche de son écurie, y a attaché le corps et l'a placé dans le ruisseau voisin, s'attendant à ce qu'il flotte jusqu'à la rivière Saco et finisse par atteindre la mer. Cependant, il ignorait que le corps s'était coincé dans un conduit à seulement quelques mètres en aval. Le docteur James Smith a alors été arrêté. Quelques jours après la découverte du corps, une enquête du coroner avait déjà eu lieu. L'affaire semblait avoir attiré l'attention des habitants de tout le Maine. Des gens de différentes villes et communautés étaient attirés par ce drame en cours, impatients d'en suivre l'évolution. Devant le palais de justice, des foules se rassemblaient dans l'espoir d'obtenir des nouvelles ou des mises à jour. Les journaux couvraient largement les procédures, avec des journalistes fournissant des mises à jour régulières et des analyses. La diversité des témoins dressait un tableau vivant des événements liés à la disparition tragique de Bérengère Caswell. Parmi eux se trouvaient les médecins, qui avaient pratiqué l'autopsie et examiné les organes de la défunte. Ils ont apporté un éclairage clinique inestimable sur les circonstances entourant son décès prématuré. Le Dr Hall pensait que lorsque les remèdes à base de plantes du Dr Smith n'avaient pas réussi à provoquer une fausse couche, il avait eu recours à une méthode plus agressive. En utilisant les instruments que la police avait retrouvés plus tard parmi les débris d'un incendie, le docteur avait tenté d'interrompre la grossesse. Cependant, tragiquement, au cours de cette procédure, il avait accidentellement perforé l'utérus de la jeune femme, ce qui avait entraîné une grave infection qui s'était propagée dans tout son corps, menant finalement à son décès. En plus des professionnels de santé, M. William Long, la personne impliquée dans la grossesse de la jeune femme, a témoigné à la barre. Il a raconté ses nombreuses visites au domicile du Dr Smith. Il a déclaré que le docteur lui avait dit que Bérengère Caswell était décédée des suites d'une fièvre typhoïde. Monsieur Long a poursuivi en disant qu'il avait demandé au Dr Smith des informations sur les funérailles, mais que le docteur lui avait dit de ne pas s'inquiéter car il avait déjà pris les dispositions nécessaires. Monsieur Long a ajouté qu'il n'était jamais retourné chez le Dr Smith, mais il a revu le docteur en janvier, lorsque, au cours d'une brève conversation, il lui a dit que Mary Bean n'était pas morte de la typhoïde, mais qu'elle était en fait décédée en couche. Cependant, c'est le témoignage d'une fillette de 12 ans nommée Anne Covey qui a jeté la plus grande ombre sur les pratiques employées dans la maison du Dr Smith au moment du décès de Bérengère Caswell. Elle a courageusement raconté ses observations au tribunal. Elle a dit qu'une certaine Mary Bean séjournait chez le Dr Smith depuis quelques semaines et qu'on lui avait dit qu'elle était malade. Elle se souvenait que Mary restait allongée tout le temps et était très silencieuse. Anne a précisé qu'un homme venait presque chaque jour et, interrogée sur son identité, elle a nommé Monsieur William Long. Elle a poursuivi en disant que le Dr Smith lui avait dit que Mary Bean était décédée le 22 décembre et que le corps avait été exposé dans le salon. Elle a dit qu'après l'annonce du Dr Smith, elle est allée voir Mary, qu'elle a toujours vue comme une femme gentille. Anne a ajouté que le lendemain, elle est partie avec ses sœurs pour Noël. Et en revenant chez le Dr Smith, il n'a plus jamais été question de Mary Bean. Elle a dit que ce silence a persisté jusqu'en avril, lorsque le corps de Mary a été découvert, et que le Dr Smith s'est approché d'elle et lui a ordonné de garder le silence sur la présence antérieure de Mary dans la maison. Lorsqu'on lui a demandé comment elle avait réagi, Anne a dit qu'elle avait assuré au docteur qu'elle n'en dirait rien. À la fin de son témoignage, Anne a été questionnée sur les 2 mâles de Mary Bean. Elle a confirmé qu'elle en avait connaissance et a révélé qu'après la découverte du corps, le Dr Smith en avait brûlé une. Bien que le témoignage d'Anne ait résonné doucement dans la salle d'audience, son impact fut retentissant. Une témoin nommée Sarah Mintz a déclaré devant le tribunal que mademoiselle Caswell était restée chez elle avant de se rendre au domicile du Dr Smith. Elle a dit qu'après cela, il lui arrivait parfois de la croiser dans la rue. Mais après quelques semaines sans la voir, elle avait demandé au docteur où elle était.
Elle a dit que le docteur lui avait annoncé que la jeune femme était partie à l'Est s'occuper d'un parent malade. Lorsque l'enquête du coroner s'est terminée, le jury a conclu que le docteur James Smith était coupable de meurtre. Et il a été décidé qu'il serait détenu à la prison d'Alfred jusqu'à son procès, qui devait commencer 5 mois plus tard, le 3e mardi de septembre 1850. Le procès a été reporté et il a finalement commencé en janvier 1851. Le docteur James Smith était défendu par un avocat renommé nommé Nathan Clifford, un homme qui avait auparavant servi comme procureur général des États-Unis et qui est ensuite devenu juge à la Cour suprême des États-Unis. Le procès a reflété l'enquête du coroner précédente, et les mêmes témoins ont réitéré leurs témoignages. Assez étrangement, M. Clifford a cherché à détourner la responsabilité du crime de son client et à la faire porter sur M. William Long, suggérant à la Cour que l'implication du jeune homme dans la situation des plus malheureuses de Mademoiselle Bérengère Caswell l'avait poussé à se débarrasser d'elle. Cette affirmation a rapidement été rejetée car M. Clifford n'a pu fournir aucune preuve pour l'étayer. Après que les témoins eurent fourni leurs témoignages et que toutes les preuves eurent été entendues, le jury fut envoyé délibérer. Ils n'ont délibéré que pendant 3 heures avant de revenir pour déclarer l'accusé, le docteur James Smith, coupable de meurtre au second degré. Le juge l'a ensuite condamné à la prison à perpétuité. Cependant, le docteur Smith n'a pas passé le reste de sa vie en prison. En mars 1851, exactement 2 mois après le procès, son représentant légal, M. Nathan Clifford, a fait appel devant la Cour suprême du Maine. L'appel était exhaustif, présentant 22 points de contestation destinés à remettre en cause la condamnation. Au cœur de cet argument se trouvait la contestation selon laquelle la culpabilité du Dr Smith aurait dû être qualifiée d'homicide involontaire plutôt que de meurtre. Au cours de l'année suivante, la Cour suprême du Maine a délibéré soigneusement sur ces arguments, en examinant chaque point soulevé. De plus, ils ont examiné de près le comportement de Mademoiselle Caswell, s'interrogeant sur l'abondance de ses vêtements et son choix de boucles d'oreilles, les considérant comme des reflets de sa moralité. À cette époque, il était inhabituel pour des femmes respectables de se parer de tels accessoires extravagants en les portant. Le tribunal semblait croire que Mademoiselle Caswell tentait de nier les normes sociales et suggérait qu'elle avait peut-être contribué à sa propre situation malheureuse. On pensait surtout que les jeunes filles travaillaient en usine pour soutenir financièrement leur famille. Cependant, le tribunal pensait que Mademoiselle Caswell avait plutôt adopté sa nouvelle indépendance financière. C'était comme si les autorités judiciaires chargées de l'appel voulaient que son histoire devienne un avertissement pour les autres jeunes filles. Un avertissement contre les relations intimes avant le mariage? Aux yeux des juges, les actes de Mademoiselle Caswell servirent de rappel frappant des conséquences de l'écart par rapport au chemin attendu de la vertu et de la modestie. En avril 1852, ils ont rendu leur verdict. La condamnation du docteur James Smith pour meurtre a été jugée intenable. Par conséquent, sa condamnation a été annulée, ce qui a conduit à sa libération. Ayant déjà purgé plus de temps que requis pour une accusation d'homicide involontaire, il a été libéré. Il est retourné à Saco, où il a retrouvé sa femme. Mais il lui était difficile d'oublier qu'il avait fait quelque chose d'aussi grave et sa réputation restait entachée. Cependant, il n'a pas vécu très longtemps. On pense qu'il avait contracté la tuberculose en prison, et bien qu'il ait lutté contre la maladie pendant 3 ans. Il est mort en 1855, laissant derrière lui un héritage assombri par la controverse et les conséquences de ses actes. La famille de Mademoiselle Bérengère Caswell a exprimé le souhait de rapatrier le corps au Canada, alors sa sœur, Tiss, s'est lancée dans une mission pour exaucer cette demande. À son arrivée à Saco, elle a découvert que les habitants généreux avaient rassemblé des fonds pour couvrir les frais de rapatriement du corps à Brompton. Le cercueil a ensuite été mis dans un train à destination du Québec via le New Hampshire. Cependant, contrairement aux attentes, le corps de Bérengère Caswell n'est jamais arrivé au Canada. On suppose plutôt que Tiss a pris des dispositions pour que sa sœur soit enterrée dans un cimetière à Manchester, près de la filature où elle avait autrefois travaillé. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous pour la prochaine affaire.